bon écoutez, sinon on va faire avec le son, hein. Ancien chargé de mission à l'Élysée, à la DGSE. Si, tout est là. Voilà. Bonjour, Erwan. Bonjour Alexis, Voilà, c'est on y parfait, on a arrive, l'image et le son. parfait, Merci d'être avec nous dans la revue de presse du Monde moderne ce je vous matin. en prie. Je rappelais donc votre CV, hein, vous avez travaillé donc à l'Élysée en tant que chargé de mission, à la DGSE, vous avez été sur plusieurs dossiers internationaux. D'abord, peut-être un mot sur la mort du pape et je vous ai vu batailler ce matin avec Géraldine Vossner, journaliste du Point, sur le traitement médiatique, hein, du décès du souverain pontife. Oui, j'ai vu que certains médias avaient cherché à donner une image extrêmement négative de ce pape, en commettant, à mon avis, des contresens absolus, en citant certains de ses propos détachés de leur contexte, et Mmh. surtout en ne réalisant pas ce qu'est la mission d'un pape. Le pape n'est pas là pour commenter les faits de société. Le pape, il est à la tête de l'Église. Il doit avoir une parole conforme aux évangiles et à la foi. Et donc, sortir des propos hors de leur contexte et les balancer comme ça, comme si le pape était un people qui devait se prononcer sur tous les sujets de société, ça n'a pas de sens. Ça vise, bien entendu, à dénigrer un pape qui a été, je crois, très important, un grand humaniste qui laisse un beau message dans des temps contraires, si vous voulez. Je pense qu'il Mmh. s'est inscrit un petit peu dans la tradition de Paul VI et de Jean XXIII, mais nous ne sommes plus dans les années 60. Et donc, il a dû batailler sur Mmh. plusieurs fronts, et notamment celui des catholiques intégristes qui le décrit aujourd'hui. Et d'ailleurs, on observe que beaucoup de ceux qui le décrivent sont dans le même temps des soutiens plus ou moins explicites de Netanyahou. Le rapprochement est Ouais. à faire. Lui d'ailleurs Euh, avait toujours eu un message, hein, d'ailleurs pour les chrétiens à Gaza aussi, savoir oui, comment oui, je ça se crois que passait c'est là-bas. ça. C'est ça en Mmh. réalité qu'on lui reproche. Le pape est là pour affirmer haut et fort des principes. Ceux qu'il a tenus sur Gaza correspondent tout à fait à l'humanisme qu'il a affiché et qu'on retrouve dans les textes. Et en réalité, on le lui reproche. Mais il l'a fait pour Gaza, il l'a fait en bien d'autres circonstances. Il l'a pas fait dans un esprit anti-israélien ou anti-juif. Il l'a fait Mmh. pour réaffirmer des principes forts. Il s'entretenait chaque jour à 20 heures avec le curé qui officie encore à Gaza Ouais. malgré les circonstances. Et je crois qu'il était tout à fait dans son rôle. Mais il semble que dès qu'on ne reprend pas mot pour mot la propagande de Netanyahou, dès qu'on a un geste pour les Palestiniens, on est victime d'attaques basses, parce que quand une personnalité pareille décède, soit on ne dit rien, soit on lui rend hommage, mais essayer de souiller sa mémoire, je trouve ça parfaitement inconvenant. Certains, d'ailleurs Le Point par exemple, quand Jean-Marie Le Pen est décédé, se sont indignés des manifestations de joie ou des propos à son encontre extrêmement négatifs, et ce sont les mêmes Mmh. qui aujourd'hui tentent de décrier le pape. Ouais, pape qui, aussi s'était engagé, hein, pour, la cause, des migrants, qui est, bien loin d'être alors, Bruno Retailleau lui rendait hommage, mais il n'était pas du tout sur la même ligne, loin de Ah, là. pas du Heu, tout, je dirais que c'était l'antithèse parfaite. Vous savez que le pape ouais. François préférait se déplacer dans des pays pauvres que dans des pays riches. C'est une des raisons pour lesquelles il n'est jamais venu en France en visite d'État officielle, malgré les demandes de la France. Mais c'est Mmh. aussi, je pense, qu'il désapprouvait l'image que la France donnait d'elle-même dans le monde. Et je crois que Bruno Retailleau est l'antithèse parfaite de ce que voulait incarner ce pape, Mmh. qui a précisé quand il est venu à Marseille qu'il se rendait à Marseille dans des circonstances bien précises. Même chose pour la Corse. Il a C'est son fait, dernier voyage, la Corse d'ailleurs. ouais. Pourquoi il avait Alors, choisi la Corse? son dernier voyage, c'est un bon choix. Son dernier interlocuteur, j'en suis moins certain. Mmh. Mais en tout cas, c'est important qu'il soit venu à Marseille, parce que ce pape a fait cardinal un certain nombre de dignitaires français. Je pense au cardinal Aveline à Marseille, au cardinal Mmh. Vesco à Alger, qui se situent, eux, dans son héritage direct de cette vision humaniste, sensible à la détresse humaine.
Et la question est de savoir ce qui va sortir de ce conclave. Est-ce que c'est la ligne du pape François qui va être préservée, ou est-ce que c'est une ligne plus orthodoxe ou même plutôt conservatrice qui va l'emporter? Je crois qu'il y a là une vraie question. Ouais. Comment on peut savoir là déjà peut-être quel débat il va y avoir? Comment ça se passe l'élection d'un pape en l'occurrence? Alors, il y a les grands électeurs, un petit peu comme au Sénat, Ouais. sauf qu'il y a une règle de bon sens, c'est que les cardinaux âgés de plus de 80 ans ne peuvent pas voter. Donc, si je ne me trompe pas, il y a 135 électeurs et parmi eux, 5 cardinaux français. Cardinaux français qui ont un certain poids, hein. Je parlais de Jean-Marc Mmh. Aveline, qui est maintenant le président de la conférence épiscopale en France, de Monseigneur Vesco, du cardinal, pardon, puisqu'il est plus archevêque, mais cardinal Vesco à Alger, qui essaye sans cesse de mettre des liens entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Ce sont deux cardinaux qui ont une puissance intellectuelle assez remarquable. Mmh. J'espère que cette ligne et cette voix sera entendue. OK, bah, ça reste, là, on va encore avoir des semaines, d'atermoiements, et de couverture médiatique, avant d'avoir un nouveau pape sans savoir évidemment, le choix des cardinaux, hein. C'est aussi opaque que Sénat. Ouais, c'est ça. C'est quand même particulier effectivement, avec des enjeux de pouvoir tout autres quand même, Oui, puisque derrière le Vatican, c'est, plus d'1 milliard, virgule, 1,5 1,4 milliard de milliard. fidèles. Et Ouais, puis surtout, il y a un retour à la foi qui ouais. se produit en France et ailleurs. Je pense que ce pape Mmh. il y a été pour quelque chose. Et donc, effectivement, il y a des enjeux très importants parce que la voix du pape, elle résonne partout. Regardons Mmh. Trump, contraint de lui rendre hommage, alors qu'on sait que entre les deux, c'était pas l'amour fou, c'est le moins qu'on puisse Mmh. dire. La Mmh. voix du pape n'est pas ignorée. Elle est très forte. Elle est celle l'équivalent de celle d'un chef d'État qui a en plus une dimension spirituelle. Donc, effectivement, une élection très importante dans un contexte mondial de repli identitaire. Donc, Mmh. voilà, appeler des messages universalistes et humanistes est un combat dans ce contexte. Mmh. Autre, dossier important en ce moment, alors rien à voir avec le pape, mais on parlait de Bruno Retailleau, Oui. c'est la relation entre la France et l'Algérie, qui, bah, continue d'être sur, un mode assez conflictuel. Oui. On a l'impression que d'un côté, Emmanuel Macron essaye, d'amadouer les choses parce qu'on va avoir besoin du gaz algérien compte tenu, Oui, on ne des peut pas se fâcher sanctions. avec tout le monde. Voilà, alors si, On y visiblement, arrive. Oui, oui, on y arrive. certains Et ça dignitaires va poser un européens problème. sont d'accord pour qu'on se fâche avec les Américains, les Chinois, les Les Russes, Russes, l'Algérie, tout le monde. bon, sauf que l'Europe n'a pas les moyens, mais c'est pas grave, hein, et donc la ligne donc Macron-Élysée, où on essaye de dire: «Bon attendez, on va discuter» et puis la ligne Retailleau, qui est dans l'outrance, mais sans effet, puisque malgré les déclarations, Boualem Sansal est toujours emprisonné, en Algérie, il y a toujours pas d'avancée sur le domaine des OQTF, expulsés. Enfin, on a l'impression que le dossier est au point mort, sauf, médiatiquement où Retailleau utilise ça pour se faire mousser. Oui, je crois que cette affaire a été traitée de la plus mauvaise des manières. Il y a eu un choix, alors qu'une visite du président Tebboune réélu était déjà prévue en France et quasiment formalisée. Il y a eu au mois de juillet la reconnaissance par Emmanuel Macron de la marocanité Mmh. du Sahara occidental. Ouais. Qui est sa position et qui est son droit. Je déplore simplement que s'il voulait prendre cette position, il aurait dû la prendre en 2017. On aurait eu beaucoup plus de panache plutôt que d'être à la remorque d'autres pays qui l'ont déjà fait. Donc je ne suis pas Mmh. sûr que le gain pour la France soit très significatif, mais il est en tout cas dans son domaine et parfaitement légitime pour le faire. Sauf qu'il a rien prévu en direction de l'Algérie dont on pouvait prévoir qu'il y aurait une Mmh. hostilité qui allait monter. Pour une fois, le en même temps aurait peut-être été utile. Et puis surtout, Emmanuel Macron se trouve dans une position politique d'extrême faiblesse. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un impératif que ce gouvernement minoritaire ne tombe pas.
Donc, pour qu'il ne tombe pas et pour qu'il puisse continuer son mandat, il ne faut toucher à rien, ce qui permet à Bruno Retailleau d'avoir une liberté de parole totale qu'un ministre de l'Intérieur ne devrait pas avoir dans un gouvernement. Que Bruno Retailleau évoque la question de l'expulsion des ressortissants des OQTF, il est tout à fait dans son droit et légitime. Simplement, sa parole est allée bien au-delà, visant à la fois le régime algérien, les Algériens, les binationaux, enfin en faisant un amalgame total. Et naturellement, quand on connaît un petit peu la psychologie algérienne, ça a eu un effet de braquer totalement les Algériens, qui d'ailleurs considèrent à juste titre que la relation doit être traitée au niveau des présidents de la République et des ministres des Affaires étrangères. Donc je pense que c'est à la fois une série de maladresses, la situation politique interne française qui l'explique, et aussi, il faut bien le dire, de deux côtés de la Méditerranée, la relation avec l'Algérie en France et la relation avec la France en Algérie est un enjeu de pouvoir interne. Et donc, il y a des clans hostiles à la France en Algérie, comme il y a des clans hostiles à l'Algérie en France, et c'est eux qui ont pris le dessus. Et je crois que dans ce contexte où la violence verbale a été forte, la rhétorique assez puérile, je pense qu'en réalité, on ne dépassera pas cette situation avant la prochaine élection présidentielle française. Là, la confiance est totalement entamée. La visite de Jean-Noël Barrot a été surestimée. C'est un petit pas dans la bonne direction, certainement, mais on n'a pas vu pour l'instant de visite de Jean-Noël Barrot qui amène quelque chose de positif. Voilà. C'est vrai que systématiquement, on envoie ce ministre des Affaires étrangères, il revient, en se félicitant, en disant: «C'est formidable, une avancée incroyable» et puis quelques jours après, c'est un scandale. Ça a été le cas en Syrie, c'est le Au cas, Tchad, en Algérie, au au Tchad, Tchad, enfin où il n'avait même pas décollé que le président annonçait la fin des accords militaires. mais Euh, est-ce que c'est parce que maintenant, la France, n'est plus vraiment prise au sérieux sur la scène internationale, qu'on nous prend pour des idiots? pour des idiots, je dirais pas jusque-là, mais je crois qu'on n'est plus très crédible. Mmh. Notre diplomatie est une diplomatie d'à-coups, sans cap, surtout de déclarations et de communiqués suivis de peu d'effets. Et Mmh. il est évident que la France n'a plus l'influence qu'elle avait par le passé sur la scène internationale. Par Mmh. exemple, sur la question de Gaza et plus globalement Israël-Palestine, la voix de la France est inaudible. On ne comprend rien. Ouais. Macron dit une chose et son contraire le lendemain. Il affirme des principes mais fait strictement rien pour les faire appliquer. Et le résultat, il est là. C'est-à-dire que pour les Palestiniens, on n'est plus du tout un pays ami susceptible de rééquilibrer les choses. Et pour les Israéliens, on n'est pas fiable. Donc on perd sur tous les Mmh. tableaux. Mais, justement, pourquoi, on est à ce point-là caricatural et qu'on a perdu ce qu'était la voix de la France d'une certaine façon, hein, à l'époque de Chirac et avant lui, pour être, beaucoup plus audible? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais ça veut dire que c'est irrécupérable dorénavant? La France Bah, a perdu cette, non, cette position diplomatique? je pense que ça tient à plusieurs choses. D'abord, Mmh. la personnalité des présidents eux-mêmes qui arrivent aux affaires sans jamais avoir fait d'international auparavant. Ouais. Nicolas Sarkozy avait une petite expérience en tant que ministre de l'Intérieur. Hollande était totalement débutant comme Macron. Et je pense que l'international n'est pas une matière qu'on ingurgite par des notes plus ou moins bien faites qu'on vient réciter. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a, la deuxième, c'est qu'il y a des dysfonctionnements institutionnels, c'est-à-dire que le Quai d'Orsay a une place marginale maintenant dans la politique étrangère de la France. On choisit délibérément un ministre des Affaires étrangères faible. Et Ouais. en réalité, la politique étrangère est conduite par la cellule diplomatique de l'Élysée qui regroupe un petit nombre de diplomates et aussi par le dernier visiteur du soir d'Emmanuel Macron. En l'occurrence, on a pu le voir sur l'idée stupide d'une coalition anti-Hamas sur le modèle de Daesh, c'était du Bernard-Henri Lévy. Donc le dernier visiteur du soir imprime souvent les propos Alors que le président va tenir par la suite. justement, Bernard-Henri Lévy, BHL, hein, notre, philosophe entre guillemets «national», Oui. il est cité là par la Tunisie, hein, qui le condamne à 33 ans de réclusion criminelle, pour trahison de l'État. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé, encore une fois? C'est lui, qui est derrière le choix de Nicolas Sarkozy, d'aller, Pour la Libye. défaire le régime de Kadhafi et maintenant la Libye est une,
une ruine, hein, Mmh. aux mains des mafias qui font de l'argent avec le trafic humain. BHL, c'est aussi, comme vous l'avez dit, les mauvais conseils systématiquement. Pourquoi il a ce poids politique, Bernard-Henri Lévy, alors que depuis des années, ses conseils sont mauvais et que malheureusement, les présidents continuent de l'écouter? Quelle est la Alors, raison? écoutez, je m'interroge aussi parce que c'est plus grave que ça. Il y a les présidents, Mmh. effectivement, c'est déjà pas mal, mais je vois que certains journalistes n'ont pas d'autre choix que soit s'auto-censurer dans leurs écrits, soit d'être mis sous la touche. Je pense à Natacha Polony, par exemple. Mmh. Donc, je pense que BHL a un Son départ pouvoir. de Marianne est lié au fait de BHL? Il s'est passé quelque chose? Oui, BHL l'a accusé d'être antisémite. Je crois que c'était en Ah avril ou d'accord. en mai Mais il accuse tout dernier. le monde d'être antisémite, donc Oui, oui, ça oui, ne change pas mais comme c'est grand-chose. BHL, curieusement, ça prend une proportion disproportionnée, justement. Moi, Mais j'aimerais savoir pourquoi il a ce poids, à la fois à oui, Saint-Germain, dans le monde de médiatique, l'édition, chez Arte, intellectuel, les ouais, politique, oui, oui, tout, qui oui, s'explique absolument pas par son talent, qu'on recherche non. vainement, parce qu'en réalité, il s'est trompé sur tout. Écoutez, il y a là en tout cas matière à interrogation, parce que voilà, il a un pouvoir totalement disproportionné. Et en fait, et vous avez raison, il se trompe sur tout, il donne des conseils catastrophiques. Mais il y a des gens, vous savez, qui arrivent à se trouver une place, non pas de leader, mais de conseiller spécial en C'est conseil. au-delà de ça, parce qu'on a l'impression que tout tourne autour de qui choisit BHL. Un des Oui, conseillers proches d'Emmanuel Macron, qui a la trentaine, a été choisi par BHL avec son magazine La Règle du jeu, par oui, exemple. Dans mais le domaine de l'édition, c'est lui qui décide qui a le droit de exactement. citer C'est et ce que je non. disais, certains de vos confrères qui rédigent des ouvrages sont Ouais. obligés de ne pas censurer des passages parce qu'ils savent sinon que l'éditeur ne publiera pas. Mmh. Et quant à CNews, qui est théoriquement pas BHL, la lune de miel et l'amour que dévoile sans cesse Pascal Praud pour BHL fait que même là, il a son influence. Écoutez, Il est souvent invité, oui, sur oui, CNews, oui. absolument. Bah, en Ouais, fait, il ouais. est invité où il veut, il passe où il veut, quand il Oui, veut. c'est ça. Comme Euh, ces films d'ailleurs que personne ne va voir, mais il a des subventions et ah puis oui, ensuite, ah, ils sont diffusés, à la télé, alors que personne ne veut voir les films de BHL. oui, si on faisait le ratio entre les subventions publiques qu'il a perçues et le nombre de spectateurs, je crois qu'on serait édifié par cet argent Mmh. jeté par les fenêtres pour le contribuable français. C'est Euh, même au-delà parce que la presse ne parle pas non plus, quand Blast, média indépendant, avait sorti les Qatar Papers, hein, BHL donc porte plainte pour diffamation, il perd, il hum, y a des preuves, hum, comme quoi il y aurait collusion avec le Qatar, vis-à-vis de Bernard-Henri Lévy, hein, notamment lors de la guerre en Libye. ouais, Y ouais. pas un mot à part la presse Non, indépendante? mais alors, la collusion avec le Qatar sur la Libye, c'est une chose. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on a tendance un petit peu à pointer du doigt Villepin sur le Qatar, alors Oui. qu'on a de nombreux soutiens de Netanyahou qui, en Mmh. même temps, font beaucoup d'affaires avec le Qatar. Il y a Rachida Dati? le principal intéressé, Netanyahou, qui est quand même pris dans une affaire de Qatargate assez Mmh. ubuesque. On sait très bien que il a cheminé de l'argent par le Qatar pour financer le Hamas et faire en sorte que jamais un État palestinien ne voit le jour, puisque le Mmh. Hamas ne pouvait pas être la vitrine de cet État. On s'aperçoit qu'il y a des liens étroits avec le Qatar. Quand on connaît le côté escroc multirécidiviste de Netanyahou, on se demande aussi s'il n'y a Ouais. pas des dessous personnels. Et la justice israélienne enquête là-dessus, le Shin Bet enquête. C'est paradoxal, mais en réalité, pour sortir du système de Netanyahou, on a bien vu que les pressions internationales ne feraient rien. D'ailleurs, il n'y en a pas. Non. Et je pense que c'est les C'est un peu ça. Israéliens eux-mêmes qui, à un moment donné, pourront mettre fin à ce Mmh. gouvernement suprémaciste. D'abord, les mobilisations de la société israélienne qui prouvent que une part de l'opinion ne cautionne pas ça. D'autre part, vous savez, on a tendance à croire que les services de renseignement, l'armée, ce sont les plus durs. Mais quand vous avez été à la tête d'un service de renseignement ou un haut gradé dans Tsahal, ce à quoi vous pensez, en dehors de toute considération émotionnelle, c'est à l'avenir de votre pays. Mmh. Et donc, si ces gens arrivent, et il y en a de plus en plus qui s'expriment, notamment un ancien chef du Mossad qui a comparé le régime de Netanyahou au Ku Klux Klan.
Si ces gens finissent par avoir la conviction, en tout cas moi qui est la mienne depuis un certain temps, que Netanyahou menace la pérennité de l'État d'Israël, peut-être Mmh. vont-ils bouger les choses. Mais Mais c'est le cas. Là, vous avez, Ronen Bar, hein, qui a été limogé par le gouvernement, qui était l'ancien chef du Shin Bet, hein, le service de sécurité intérieure, qui met en cause, Netanyahou dans une déclaration sous serment à la Cour suprême, en expliquant qu'il lui avait demandé, son obéissance, et qu'il devait répondre uniquement à Netanyahou et pas à la Cour suprême. Enfin, ça commence un peu à balancer contre Netanyahou, en Israël. oui, oui, il y a une prise de conscience qui se fait. Mais Euh, alors, en France, pas du tout, hein. ah Tous non, les non, 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 soutiens mais alors, inconditionnels, sont du côté de c'est Netanyahou. dans cette affaire, la France, il y a des exceptions naturellement, est le Ouais, pays qui informe le moins fidèlement ou qui désinforme le plus sur le conflit israélo-palestinien. Vous avez des c'est médias incroyable. israéliens bien plus crédibles, des médias américains bien Haaretz, plus par exemple, crédibles, ouais. exactement. Même On s'interroge, CNN, hein, CNN, que qu'on peut ouais, critiquer par bien des bien sûr. côtés, a une couverture beaucoup plus balancée, de Gaza que nos Non, médias, ouais. La France est mise en coupe réglée au service non pas d'Israël, mais d'une Mmh. idéologie qu'incarne Netanyahou, qui a longtemps été minoritaire au sein du sionisme, hein, qui date des années Mmh. 35, dont son père est l'un des créateurs, avalisé par Mussolini. Je vous rappelle que le père de Netanyahou a applaudi l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et donc, Mmh. ce sionisme révisionniste extrémiste qui a combattu y compris les juifs, qui a assassiné tous les juifs en Israël dans les années 30-40, qui croyaient possible une cohabitation avec les Arabes, est aujourd'hui au pouvoir, c'est l'idéologie officielle, et je suis désolé de voir que les autorités françaises ne font pas la différence entre Israël et le sionisme révisionniste et se contentent de dire Israël est un pays ami de la France. L'Italie aussi est un pays ami de la France, mais est-ce que l'Italie de Mussolini était un pays ami de la France? L'Allemagne aussi est un pays de la France, mais est-ce que Alors, l'Allemagne nazie est c'est un pays assez de drôle la parce que, on ne tarit pas alors, côté médiatique, excusez-moi de vous couper, mais, on en est à dire que l'Amérique de Trump, est une Amérique, digne de l'Allemagne nazie, que les États-Unis ne sont plus nos amis alors qu'ils ont été, finalement, dans l'ingérence perpétuelle de la politique française depuis des années. France. Et d'ailleurs tous les leaders français, doivent quelque chose à l'oncle Sam, Hum, sinon ils ne seraient pas à leur place. hum, Et là, alors on est en train de dire bon, les États-Unis, c'est plus pareil, on peut plus parler avec Trump, c'est insupportable, c'est un dictateur. Et Netanyahou de l'autre côté, mais pas du tout. Vous savez, il est très gentil. D'ailleurs, c'était BHL qui disait ça il y a quelques hum, jours. Il n'est pas du tout un prédateur, hein, Netanyahou. non. Rien à voir avec Poutine, avec l'Iran des mollahs, avec etc. Comme il le dit. Et donc, il continue de défendre bec et ongle Oui, oui, son ami une Netanyahou. Ouais. idéologie, c'est pas une question de religion ou d'État d'Israël, Non, c'est non, une idéologie particulière. Vous savez, colonial. Oui. moi, Netanyahou, j'ai été assisté à un entretien pendant 1 heure avec Netanyahou quand j'étais conseiller de la ministre des Affaires étrangères. Netanyahou est un menteur pathologique, c'est-à-dire que quand vous Mmh. l'avez en face de vous, il Ah, est c'est pas le charmant et seul. charmeur, et vous avez envie de le croire. Mais c'est un menteur pathologique. Il y a une rumeur, il y a une en Israël, on dit, vous savez quand est-ce que Netanyahou va mentir? Quand ses lèvres se mettent à bouger. C'est plus fort que lui. Donc, Mais Macron, c'est pareil. Ils sont tous pareils. oui, oui, Netanyahou le fait en étant libre de dire ce qu'il dit ou ce qu'il pense. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Macron. Euh, Mmh. il serait temps qu'on retrouve des hommes politiques français qui puissent prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en fonction de ce qu'ils pensent être l'intérêt de la France, uniquement l'intérêt de la France. Ce qui est pas Voilà, le cas puisqu'aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que, on a affaire à des présidents sous influence en France. exactement, bien Mmh. entendu. Alors, on dénonce l'ingérence russe, elle existe, mais excusez-moi, il y a d'autres idéologies venues d'autres pays où ce n'est plus de l'ingérence, la prise de contrôle a déjà eu lieu, on le sent même plus, Mmh. tellement c'est Mmh. évident. Bah, c'est le cas, enfin, C'est un gros problème. Je pense que Chirac a été le dernier président français au sens où il prenait des décisions bonnes ou mauvaises en fonction de l'intérêt de son pays. Et c'est ce mmh. qu'on est en droit d'attendre, à minima, d'un homme politique. Il peut se tromper, mais il est là pour servir l'intérêt national et l'intérêt général. Voilà. Mais pourquoi, enfin,
Mais si peu de contre-pouvoirs finalement, pourquoi depuis, Nicolas Sarkozy, tous les services de l'État sont alignés pour, à la fois faire la politique de Washington, maintenant la politique de Netanyahou, à Gaza et que personne dans les administrations, ne va, commencer à bouger parce qu'il y a un devoir de réserve? On a muselé les oppositions et les contre-pouvoirs? Ou il y a pas de contre-pouvoir? La Cinquième République donne trop de pouvoir au président? Alors c'est sûr qu'on a essayé de faire taire les voix dissonantes, hein. Il y a eu une circulaire de la ministre de l'enseignement supérieur, Retailleau, dans la presse 7 octobre, enjoignant aux universités et aux chercheurs de ne pas prendre la parole. C'est quand même curieux. On a un Ouais. conflit majeur et ce qu'on veut, c'est éviter que les sachants qui le connaissent essayent d'éclairer l'opinion pour pouvoir Mmh. diffuser probablement une idéologie. Mais Euh, pire, l'utilisation de la justice aussi avec, oui, tous ces faux procès pour toutes ces apologie du terrorisme et intimidations et ces cetera. convocations bidons, effectivement. Ouais, ouais. Je pense que l'Europe en tant que puissance n'existe pas et Non. que les États-Unis, jusqu'à Trump, considéraient l'Europe comme un allié plus ou moins utile. Voilà, et qu'avec Trump, on se dit l'Europe n'a pas su prendre son destin en main. Elle joue en deuxième division et elle nous coûte de l'argent. Et ben qu'elle se débrouille. Mmh. Voilà, comment ça Macron avait dit il y a quelques années, et le diagnostic était exact, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Très Il bien. l'avait dit, Mais quelle absolument. conclusion a-t-il tiré? On n'attend pas d'un président de la Et mmh. République qui fasse des analyses, on attend qu'il Mmh. agisse. Même chose pour Gaza, il se rend en Égypte, il constate que c'est monstrueux, ce que tout le monde avait su, et il rappelle quelques principes. D'accord? C'est ce qu'on fait quand on est dans l'opposition ou quand on n'a aucune influence. Voilà. Mais, là justement, la France n'a qu'une influence à la marge ou très peu d'influence ou rien du tout. Or Macron joue à fond la carte internationale puisque, au niveau, intérieur, il n'existe plus politiquement, et ça peut faire beaucoup de dégâts en fait, un Ça, président en roue libre comme ça. ça fait beaucoup de dégâts et surtout ça trompe son monde parce que Macron s'active à l'international, comme vous le dites, à la fois parce qu'il a les mains liées en politique intérieure et puis ça lui permet d'exister. Mais d'une part, beaucoup ont tendance à confondre l'activisme à l'international avec les résultats. Pour l'instant, je Oui, ne vois rien comme résultat. Que Macron rien. s'entretienne avec les chefs d'État étrangers, c'est son rang qui le veut, c'est normal. Si Macron veut appeler un chef d'État étranger, il le fait, et l'autre chef Mmh. d'État le prend au téléphone. Avec Poutine, je suis moins sûr, mais voilà. Oui. Ça s'appelle pas faire de la diplomatie, ça s'appelle de la diplomatie contemplative. La France Spectacle. Enfin, avait... c'est ce qu'on voit avec l'Ukraine, par exemple, Oui, hein. oui, oui. Vous aviez les responsables américains qui étaient à Paris, les Ukrainiens s'invitent, Macron fait un petit sommet pour dire: «Je suis au cœur du truc». Entre-temps, Zelensky passe son temps au téléphone avec Macron et avec Keir Starmer, l'anglais qui Mm, fait son et anglais et français font semblant de décider là où les Américains sont à la manœuvre. Encore une fois, même évidemment. si c'est Trump et qu'on fait croire qu'il va se désintéresser de l'Ukraine, c'est une guerre américaine et ce sont les Américains qui vont faire la paix, pas les Européens. Oui, et puis surtout, moi, je ne sais pas comment le président de la République française anime des réunions avec des personnes qui ne sont pas ses homologues. Enfin, Il a que ça à faire. Oui, oui, mais enfin, il y a une époque, on savait faire venir les chefs d'État à Paris pour des Ouais, sommets et prendre des décisions. ouais. Et donc, on confond cet activisme diplomatique déclaratoire et parfois contradictoire avec Mmh. l'influence diplomatique. Non, nous n'en avons aucune. Et ce qui est encore plus grave, c'est que Macron tient des propos dont on sait pertinemment qu'il n'a pas les moyens politiques de les accomplir. C'est un Ouais. président qui ne peut, par exemple, on en parlait tout à l'heure avec Bruno Retailleau, qui ne peut pas contredire son propre ministre de l'Intérieur, sinon le gouvernement chute. Mmh. C'est Donc ça, voilà. et Donc et il qui est essaye qui de est sortir. obligé de nommer c'est même pire que ça, il est obligé de nommer Bayrou Premier ministre, sans quoi Bayrou fait exploser sa Enfin, coalition, hein, qui est déjà en exactement, faiblesse. C'est monstrueux. exactement. C'est un Premier ministre qui obtient lui-même sa nomination, Mmh. qui a su le faire avec force. Bon, depuis, il est plutôt transparent ou plutôt honnêtement, on pouvait s'attendre à autre chose de Bayrou, parce que moi je ne suis pas centriste du tout, mais Mmh. c'est un homme qui avait une certaine expérience de la vie politique, qui parfois a su faire preuve d'indépendance, Mmh. et tenir des propos forts. Et là, on a affaire à quelqu'un de transparent, qui ne sert pas à grand-chose et dont la seule motivation est de durer, quel que soit le prix.
au moins Michel Barnier avait eu cet honneur de se faire démettre en allant au bout d'une logique. Bayrou, lui, est prêt à tout pour durer. Ouais et c'est ce qu'il fait, d'ailleurs, gagner du temps, ne rien Oui. faire, et continuer dans cette, case-là. Tout le monde, en plus, bon, le jeu politique français est en train de se cristalliser autour de 2027, hein, la prochaine échéance pour l'élection présidentielle. Et il y a cette hypothèse Dominique de Villepin qui commence Mm. à tourner. Vous, vous l'avez croisé, vous l'avez, connu. Est-ce que vous y croyez à cette possibilité? Alors, évidemment, c'est une situation éminemment personnelle, donc je ne parlerai pas en son nom, mais Non. je constate qu'il est de plus en plus présent dans les médias, qu'il a sorti un texte, je trouve admirable, Le pouvoir de dire non, et qu'il a certainement une volonté d'influer sur la prochaine élection présidentielle. Or, je constate qu'on a quand même des hommes politiques globalement médiocres, qui sont surtout des communicants. Je vois mal Dominique de Villepin accepter d'être le numéro 2 de l'un d'entre eux, Mmh. honnêtement. Voilà. Donc, peut-être n'a-t-il pas pris complètement sa décision, mais ses prises de parole ces derniers temps laissent penser qu'il a envie d'aller au combat. Et d'ailleurs, ses adversaires fourpissent déjà leurs armes assez éculées, d'ailleurs, pour tenter de Oui, c'est toujours l'emboucher. la collusion avec le Qatar, hein, Pour le qui collégiens avec le ressort. Qatar, je les invite à voir du côté d'un autre avocat qui est toujours en manifestation de soutien à Israël, mais qui travaille beaucoup avec le Qatar et il n'est pas seul. Donc je pense qu'il ferait mieux de balayer devant leur porte. Il faut d'abord apporter des preuves quand on essaye de Mmh. dénigrer quelqu'un. Bah, Et si avec ça, enfin, faut voir la façon dont Nicolas Sarkozy aussi a fait affaire avec le Qatar évidemment, lorsqu'il évidemment, était président de la République évidemment, et encore évidemment. aujourd'hui. Bien sûr, le tout, c'est d'avoir une indépendance d'esprit et Ouais, je crois que ouais, Dominique de Villepin incarne parfaitement une tradition politique gaulo-chiracienne qu'on croyait ouais. disparue et que là, il y a quelque chose, un mouvement qui monte. Je pense qu'il y a plusieurs explications. On en parlait, l'international qui est maintenant dans la vie quotidienne de tous les Français. Avant, Mmh mh. c'était un luxe réservé au président de la République, au ministre des Affaires étrangères. On voit que le conflit russo-ukrainien, le conflit à Gaza, tout ça a des répercussions directes sur notre vie quotidienne, fracturation de la société, inflation, économie de guerre. Donc l'international n'est plus un luxe, c'est un sujet majeur pour les Français. Ouais. Je crois que les Français ont aussi la nostalgie d'un président dans la tradition gaulienne gaulliste, arbitre, qui est de la dignité, qui s'occupe de la défense des affaires étrangères et qui donne un cap pour la politique intérieure, un cap à son Premier ministre qui conduit et dirige l'action du gouvernement. C'est ça la Ve République. Et Mmh. troisièmement, je pense que les Français considèrent que ce système est à bout de souffle, Ouais, qu'ils ne veulent clairement. plus, C'est bien tout le problème en réalité, voilà, hein. de ces communicants qui n'incarnent rien. Et donc, paradoxalement, Dominique de Villepin, qui a déjà exercé de hautes responsabilités par le passé, mais qui est à l'écart de la vie politique depuis plus de 15 ans, apparaît par bien des égards comme quelqu'un anti-système. Donc, je crois qu'il a des vents favorables. Mmh. Après, sa décision est éminemment Bah, personnelle. Moi, je me désolerais qu'il ne soit pas ouais, candidat, mais il est ouais. seul à pouvoir décider. Enfin, il est loin d'être anti-système, hein, il a accès aux médias, il n'a pas non plus une ligne dure, vis-à-vis de l'Union européenne. Il est aux marges, on va dire, et il a une Alors, position iconoclaste, mais pas anti-système. il a accès à certains médias, pas Mmh. tous. Ouais, bah, c'est Voilà. CNews, c'est ça? C'est ce que vous dites? Oui, et même d'autres. Et quand je dis qu'il est anti-système, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas de responsabilité dans ce qu'est devenu la France ces 15 dernières années et qui propose de revenir à un système qui fonctionnait, qui est le système fondateur, l'esprit de la Ve République, qui a été Mmh. totalement dévoyé par les 3 derniers présidents. Oui, mais c'est aussi le quinquennat voulu par, Jacques Chirac qui a Alors, dévoyé la 5e. Alors, je suis d'accord avec vous, bien que chiracien, je suis d'accord avec vous. Il emporte la responsabilité, mais si on Mmh. se replonge dans le contexte politique de l'époque, en fait, on Mmh. est en période de cohabitation. Et au Parlement, Jospin, plus Giscard, plus le PS, qui sont en faveur du quinquennat, disposent d'une majorité des 3/5. C'est-à-dire que Mmh. si Jacques Chirac ne fait pas le référendum, de toute façon, le Parlement vote le passage au quinquennat. Et donc, je pense que dans ces conditions politiques-là, le soumettre à un référendum a été une bonne décision, même si moi, je suis un tenant du retour au septennat.
Oui, oui, ce qui permet quand même d'avoir, beaucoup plus de visibilité et puis, une Et puis élection de de se mi-mandat, détacher, hein, qui manque aujourd'hui, de à se savoir détacher des si contingences ouais, quotidiennes. Vous savez, vous ouais. avez Xi Jinping qui est là, qui voit l'avenir de son pays à 25 ans, pareil pour Poutine. Et Mmh. nous, on a des gens qui sont là de passage, qui sont des communicants, à qui on donne 6 mois pour faire quelque chose et qui après n'ont qu'une motivation, leur Mais réélection, justement, leur et sondage. qui sont conseillés par McKinsey, et des Oui, cabinets de oui, conseil qui n'incarnent étrangers rien. ou Enfin, des conseillers qui n'ont pas l'intérêt français à cœur. Heu, exactement. mais justement, quand on voit le nouveau casting qui est en train d'être proposé par, la sphère politico-médiatique, Gabriel Attal, Jordan Bardella, Mmh. ça fait peur, non? Ça fait très peur. Ce sont des frères jumeaux, des communicants en réalité, qui n'ont jamais travaillé de leur vie, qui Mmh, savent faire une bonne émission télé ou radio, mais qui ne connaissent pas la France dans sa mmh, diversité, dans ses profondeurs, dans son histoire. Et je pense que justement, face à cela, la dimension supplémentaire de Villepin ressortira d'autant mieux. Je crois que Gabriel Attal va être candidat à l'élection présidentielle. Je crois qu'il a plié le match dans son camp et qu'il a relégué Édouard Philippe. Pour Jordan Bardella, je suis un petit peu plus bah, perplexe. tout dépend des juges. Oui, Si Marine alors, Le Pen, est oui, inéligible, oui, c alors elle a eu, je pense, la stratégie. Elle avait mené un effort de normalisation assez réussi, mmh, je trouve. mmh mh, Et je pense que la stratégie qui a été conduite après le jugement est très contre-productive et négative et ne peut que conduire les juges à aller peut-être dans la même direction, alors mmh, même qu'elle a eu je dirais pas un cadeau, mais un privilège, c'est que cet appel soit jugé avant la présidentielle et non pas c'est dans ça, les délais ouais, normaux. Mais moi, je pense que l'hypothèse Bardella, elle est extrêmement risquée pour le RN, parce que bien dans sûr. une campagne présidentielle, on voit ce que vous êtes réellement, ce que vous avez au fond de vous. Ce n'est pas que de la communication. Et l'hypothèse qui s'écroule en cours de campagne, comme il s'est écroulé dans l'entre-deux tours des législatives, à mon avis, est à prendre en considération. Marine Le Mmh. Pen, si elle est éligible, n'a aucune concurrence. Si elle est inéligible, je ne suis pas sûr que Bardella fasse l'affaire. Ouais, non, clairement pas. Et, Enfin, ça je paraît pense en tout compliqué, cas ouais. que les Français ont envie de retrouver un président qui incarne la France, son histoire, sa diversité, la fonction présidentielle. Je pense que le jeunisme exacerbé de Macron, l'ère des communicants, de McKinsey et compagnie, je pense qu'il Mmh. y a un effet repoussoir maintenant qui s'est installé et que donc la voie est dégagée pour des vraies personnalités politiques. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit: «Après les jeunes avec Macron, les JAM, on va avoir les gamins avec Gabriel Attal, les gagas». C'est plutôt pas mal. Mm. Alors, il y a aussi, quelque chose qui a changé aussi de manière majeure la géopolitique, c'est l'élection de Donald Trump, la Oui. réélection de Donald Trump, inattendue de ce côté-ci de l'Atlantique par les «élites» entre guillemets, Mm. Mm. et qui est un président américain qui change complètement la logique, de l'empire et qui veut en faire un empire protectionniste en disant: «Écoutez, nous ce qui nous intéresse, c'est de faire venir le monde chez nous, d'arrêter de faire des guerres aux marges et de continuer de déstabiliser et d'être la première puissance économique, avec une énergie, peu chère». Et pour, ces quelques, choix politiques, notamment, en matière, de politique sociale, contre les universités, contre le wokisme et Mm. cetera. Trump est qualifié, de quasiment d'Hitler. Mm. Est-ce que ça montre une panique de la part des leaders européens, qui ne peuvent plus recevoir d'ordre de Washington parce qu'ils sont plus alignés? Est-ce qu'il va y avoir un réalignement? On voit Giorgia Meloni, par exemple, qui est la chouchoute, Mm. parce qu'elle est totalement Trump, compatible. Ou bien est-ce que, l'Europe va, s'éloigner des États-Unis ou de nouveaux leaders, pro-Trump ou Trump compatibles vont prendre la suite? Je crois que les Européens n'ont pas voulu voir la réélection de Trump parce qu'elle les arrangeait pas et ont un Mmh, prisme, pensent voir les États-Unis à travers New York et San Francisco et ne voient pas que c'est l'Amérique profonde qui a voté et que Trump bien est sûr. plus le président des Américains que de la République fédérale américaine. C'est-à-dire qu'il est là pour défendre les intérêts des Américains. Je pense Mmh, que le Trump 1 est assez différent du Trump 2. Le ouais. Trump 1 était quelqu'un assez isolationniste, qui respectait plus ou moins les règles et qui disait, si vous voulez faire des guerres, faites-les, mais sans nous. Là, il essaye de résoudre les conflits. Il a des positions quand même
assez fortes sur le canal de Panama, Ouais. le Groenland ou ailleurs qui laisseraient présager qu'ils seraient prêts à faire usage de la force. Donc on a à nouveau un certain impérialisme qui se manifeste, mais qui est principalement dirigé contre la Chine. Je crois que Trump est C'est omnibulé ça, par la hein, ouais. Chine. Je crois que Trump se donne comme objectif de reprendre une avance très significative sur la Chine, comme à une autre époque, Ronald Reagan s'était donné comme objectif d'abattre l'Empire soviétique. Je pense que c'est ça. Les Européens, là-dedans, Est-ce qu'il en a les moyens? Parce que autant, la fin de l'Union soviétique, c'était quelque chose de jouable, hein, le bras de fer, la course aux armements, à l'espace et cetera. Est-ce que là, les États-Unis ont encore les moyens, de se confronter à la Chine? je ne suis pas certain parce que j'ai l'impression qu'il y a davantage de rationalité et de prise en compte du long terme dans les décisions chinoises. On sait ce qu'est la Chine, hein, c'est pas une Mmh. démocratie, mais il y a une rationalité de la décision qui est peut-être pas la même dans les prises de position de Trump qui mêlent à la fois une part d'idéologie, une part de provocation. Il lance Ouais. des ballons d'essai et puis, selon les réactions, il ajuste ou il maintient sa ligne. Je crois que Trump veut rester dans l'histoire comme un très grand président américain qui a marqué. Voilà. Mmh. Et comme un président américain qui est le président de l'Amérique en col bleu, qui se sent déclassé par la mondialisation. Mmh. Je crois que c'est un petit peu ça. Je pense qu'il a eu une volonté dans les premiers temps de s'impliquer dans les conflits en cours, hein, que ce soit Gaza, Israël, Palestine-Israël, ou que ce soit Russie-Ukraine, mais je pense qu'il est plutôt là dans une tendance à se dire si vous voulez pas de notre médiation, débrouillez-vous vous-même, et qui considère que l'Europe n'est pas un enjeu pour lui. Ouais. Non, Voilà, bah, clairement, il y a un mépris de l'Union, total. enfin des leaders de l'Union européenne, Oui. en tant que tel. Le discours de J.D. Vance, le Hmm. vice-président à la conférence de sécurité de Munich, par exemple, était vraiment révélateur de la pensée à Washington, c'est-à-dire: «On peut rien pour vous. En gros, vous êtes Oui, des en gros, leaders, sans légitimité populaire, vous il avez faut, peur du suffrage, vous êtes». vous avez pas su prendre votre destin en main. Donc Ouais. maintenant, débrouillez-vous. Voilà. Mmh. Ça fait un moment qu'on dit que l'Europe doit s'émanciper de la tutelle américaine, mais on n'en a tiré aucune conclusion. C'est comme Mmh. disait tout à l'heure l'OTAN avec Macron, c'est pareil. Les Européens se disent nous devons être une Europe puissance, nous devons avoir une autonomie stratégique, nous devons, mais ne font rien. Et en réalité, là, ils sont pris à leur propre piège avec un certain mépris que manifeste Donald Trump à leur égard. Clairement, ouais. Euh, la confrontation avec la Russie qui ne peut pas être gagnée. Mmh. Et donc des gesticulations, mais surtout d'une Europe qui n'a pas une Mais ça, cohérence je comprends interne. pas, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de voir qu'aujourd'hui, toute cette, dialectique sur la guerre en Ukraine qui est une guerre, existentielle pour la France, hein, si on écoute, Moi, je ne le crois pas. Jean-Noël Barrot et les autres, moi non plus, et puis surtout, des va-t-en-guerre comme Keir Starmer, Macron et cetera, qui voudraient emmener l'Europe dans une confrontation avec la Russie sans qu'on en ait les moyens. Aujourd'hui, on n'en a pas les moyens. Écoutez, il y a un chiffre très simple, c'est que 60 à 80% des armements que l'Europe a fournis aux Ukrainiens est d'origine américaine. Bon, voilà. Bon. Et puis vous avez l'Allemagne qui prétend faire un effort significatif pour la défense et qui se rue pour acheter des F-35, comme le fait d'ailleurs le Danemark, qui est menacé Qui par Trump, Ça, comme l'a c'est fait la Pologne. incompréhensible. Oui, C'est totalement comment le Danemark incompréhensible. peut ne pas dénoncer les contrats d'armement alors que Trump veut saisir le Groenland Et qui qu'on sait appartient au qu'en Danemark? réalité, en achetant des avions américains, si les C'est fou, Américains veulent les désactiver à distance, ils peuvent le faire. Donc c'est la en preuve plus. d'un manque Ouais. d'autonomie complète et une Mais en absence de... France aussi, on a par exemple, une des pièces sur le Charles de Gaulle pour les lanceurs, d'avions qui est une entreprise américaine. On dépend aussi dans des secteurs stratégiques d'entreprises américaines Oui, qui peuvent saborder les efforts de guerre, français ou de on défense est, français. on est en train de dilapider petit à petit, peu à peu, ce qui faisait l'exception de l'originalité française, c'est-à-dire Mmh. que dès qu'on a une belle entreprise à vendre ou un secteur de l'industrie d'armement, il y a comme une préférence américaine qui est absolument incompréhensible. Ça a aucun Et sens. je pense qu'avant de parler d'autonomie stratégique, d'Europe puissance et tout ça, qu'on construise une véritable Europe de l'armement, de l'industrie de Mmh. l'armement, avec Mmh. des sanctions massives et lourdes pour tous les pays européens qui préfèrent acheter américain,
À ce moment-là, on pourra commencer à avoir un début de crédibilité. Mais sur le conflit russo-ukrainien, comme sur Israël-Gaza, les Européens ne sont pas d'accord entre eux. C'est ça le Mmh. problème. Il n'y a pas de ligne Mmh. européenne. La haut représentante du service extérieur de politique étrangère ne sert strictement à rien du tout. Et donc, quand vous avez des États qui se réunissent et qui ne sont même pas capables de publier un communiqué avec une position commune, c'est pas C'est une clair. action guerrière, comment voulez-vous qu'on nous prenne au sérieux et comment Ouais, voulez-vous que impossible. l'on croie en l'Europe de la défense? Non, si on veut Mmh. qu'il y ait une défense européenne, il faut que la France passe des accords bilatéraux avec les puissances européennes Mmh. qui comptent dans ce domaine, notamment le Royaume-Uni, pour avoir un peu de crédibilité. Mais cette Europe de la défense à 27, elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Mmh. De toute façon, entre la position d'Orban et la position de Macron ou Steinmeier, quelle cohérence? Aucune. Elles sont Aucune. diamétralement opposées. Ouais. Que fait-on? Est-ce qu'on revient à Mmh. un petit noyau européen? Est-ce qu'on fait des coopérations renforcées? Mais qui dirige? Est-ce que les Mmh. Européens sont prêts à envoyer des hommes sous le commandement d'un autre Européen? Comme la dissuasion nucléaire, l'idée de l'étendre, je vois deux inconvénients. D'abord, on a une stratégie nucléaire qui repose sur la dissuasion du faible fort, c'est-à-dire qu'on Ouais. dit aux Chinois, aux Russes et aux Américains, vous voulez détruire notre pays, ok, mais vous détruirez une puissance moyenne, alors que nous, on vous détruira aussi, et vous êtes un continent à vous seul, du faible fort. Deux, la crédibilité. Est-ce qu'on pense sérieusement qu'un président français va appuyer sur le bouton nucléaire à titre préventif ou en réaction à l'attaque d'un autre pays européen? Donc, je Ouais. pense qu'avant de mettre ces sujets sur la table, il faut quand même bien réfléchir et penser à notre intérêt, nous Français, euh, avant de sortir des slogans totalement irréalisables et qui traduisent une perte de souveraineté certaine. Ouais, c'est toujours la même chose, seulement, personne ne remet en cause l'intégration européenne, alors que maintenant enfin si, ça commence. Bernard Arnault a eu des mots assez forts contre la bureaucratie de Bruxelles. Est-ce que le vent est en train de tourner et donc les milliardaires vont financer des candidats, souverainistes plutôt que des européistes? Alors, moi, je m'inquiète beaucoup du pouvoir de ces milliardaires qui poursuivent Bah, leurs ceux intérêts qui font la loi, personnels, hein. et c'est le cas Ouais. en France, hein, on le Eh voit oui. malheureusement beaucoup. Dans son ouvrage Le pouvoir de dire non, Villepin plaide pour une Europe puissance, mais il parle d'une Europe confédération. C'est-à-dire que évidemment, on a un fonds commun. On ne va pas le nier, nous sommes des Européens, mais que chaque puissance conserve son autonomie dans les domaines stratégiques, de la diplomatie, voilà, et que Bruxelles fasse ce qu'un État seul ne peut pas faire. Je pense que le Mmh. fait d'avoir un vaste ensemble économique qui dispose d'une monnaie unique est plutôt un atout, parce que face aux empires, on ne pèse pas grand-chose. En C'est revanche, ça. cette manière qu'a l'Union européenne de préempter les domaines ressortent de la souveraineté nationale pure et de le faire d'une manière totalement inqualifiable. Mmh. Moi, je suis contre. On dit, je vois Thierry Breton qui s'insurge parce que Ursula von der Leyen n'est pas reçue par Trump. Ouais. Mais Ursula von der Leyen, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'elle ne soit pas reçue par Trump. Je préfère que ce soit Macron, Steinmeier, Meloni qui aillent ensemble négocier avec Trump. Bah, on est tous d'accord, là-dessus, sauf que, Thierry Breton, est-ce qu'il a pas une idée derrière la tête, en fait? En disant en envoyant Ursula von der Leyen, elle va se faire humilier finalement comme Zelensky dans le bureau ovale et parce que faut rappeler que Oui, Thierry Breton s'est fait virer par von der Leyen. oui, Est-ce qu'il cherche effectivement, pas en fait, il s'est fait ce virer en moment quelques d'humiliation? secondes. Il s'est fait Ouais, virer en quelques secondes. ouais. Macron a avalisé et nous a Oui, oui. sorti le formidable commissaire Stéphane Séjourné. Ça, c'est incroyable. Stéphane Séjourné quand même, hein, qui est Oui, là oui. depuis la première heure, qui a été remercié pour sa fidélité, Mm, mais qui ne parle quasiment pas anglais, qui a été ministre des Affaires étrangères, ça c'était incompréhensible mm, déjà, et qui est vice-président de la Commission européenne, à la prospérité et à l'industrie, hein. C'est dire la ouais. supercherie, c'est quand même Oui, impressionnant. ça prouve que vous savez, avant, il y avait des débats politiques, on parlait d'impartialité de l'État, d'un clan Oui, qui aurait pris le pouvoir. Là, on n'est pas à ce stade, c'est du copinage pur et simple. C'est-à-dire ouais. qu'on ne donne pas à des personnalités proches qui ont les compétences, on fait pas prévaloir, on fait prévaloir uniquement l'amitié et le copinage sur la compétence. C'est pas un mixte des deux. Et ça, c'est Non, nouveau. c'est Que les monstrueux, politiques placent des amis
qui ont le niveau dans des fonctions de responsabilité, ça peut être contestable, mais ça s'est toujours fait. Mmh. Mais qu'en Ouais. revanche, la seule légitimité soit d'avoir été là au début et d'être fidèle, je ne crois C'est pas que uniquement ça. si tu le Mais là, on a bien l'impression que c'est choisir. une fin de règne complètement, folle, digne de du bunker, d'Adolf Bah, Hitler. C'est-à-dire, il est, on a le il est carré de fidèles, on continue avec une idéologie qui a prouvé qu'elle était fausse de A à Z, mais il faut continuer, jusqu'à la défaite, finale. quelques fidèles d'un président qui est coupé de tout, C'est et ça. les poids lourds politiques de sa formation politique qui n'ont de cesse que de faire valoir leur rupture avec Macron, le fait qu'ils sont très différents. Enfin, il aurait fallu le faire un peu plus tôt Oui, et surtout marquer plus fortement leur différence. Elle est pas très crédible. Mais ça on n'a pas sent été bien fait, que ouais. l'héritage macroniste est un poids pour beaucoup de politiques de son camp qui cherchent à s'en Mmh. défaire. Donc effectivement, Macron est dans une situation d'isolement assez fort et d'impuissance. Il lui reste que Mmh. le magistère de la parole. Voilà. Qu'il a depuis le début, c'est-à-dire Oui, qu'il passe son temps à parler pour ne rien faire. C'est un peu ça Macron et oui, Bayrou, c'est à peu près la même oui, chose. oui, oui, mais on a l'impression parfois qu'on n'a pas affaire à des gens qui sont en responsabilité, mais dans l'opposition. C'est-à-dire qui Mmh. affirment des principes, qui font des analyses, qui publient des communiqués, mais qui n'agissent pas. On n'attend pas d'eux, Mmh. quand il se passe un massacre à Gaza, de dire oh, c'est pas bien, c'est contraire au droit international. Qu'est-ce que vous Mmh. faites? Alors justement, sur Gaza, ce principe du droit international, pourquoi il n'est pas rappelé systématiquement et que ceux qui osent rappeler le droit international et le fait qu'Israël ne respecte pas le droit international en l'occurrence, ou commet des crimes de guerre, sont accusés, d'antisémitisme, et pourquoi? Enfin, on en parlait tout à l'heure, mais moi c'est extrêmement important de voir comment se fait-il que, des médias dont le rôle est d'informer font de la propagande? Bah, je crois que en fait, ces médias sont aux mains de quelques milliardaires qui font passer leur idéologie par ces médias avec des journalistes qui n'en sont pas, en fait, qui sont des Mmh. salariés et qui sont prêts à dire n'importe quoi tant qu'ils sont bien payés. Mmh. Et donc, ce qui a été présenté comme un progrès, c'est-à-dire la liberté des chaînes de télé, de radio et tout, est en train d'être totalement dévoyé au profit d'intérêts partisans et personnels. Et en France, Mmh. plus qu'ailleurs, on a l'impression qu'il y a des exceptions, hein, naturellement. On a l'impression que la déontologie journalistique a disparu et on a beaucoup de journalistes malheureux. Certains claquent la porte, d'autres restent parce qu'il faut bien gagner sa vie, mais ont bien conscience qu'ils font plus du journalisme. On a atteint un niveau de non-retour. Voilà. Ouais. La France est probablement le pays européen qui a une information de qualité la plus médiocre. Ouais, clairement, c'est Effectivement, le assez droit international est écarté, ça sert les intérêts d'Israël, de Netanyahou, mais est-ce que ça mmh. sert les intérêts de la France? Pas du tout. Le droit international, il est Et comme imparfait, chacun l'Ukraine, le sait. si on rappelle le droit international, les accords de Minsk et cetera, on quitte le récit, de l'agresseur russe et ça remet tout en cause et ça, c'est Ah bah, interdit aussi, par la doxa. effectivement, c'est un droit à géométrie variable, manipulable, applicable aux Européens, mais pas aux Palestiniens. Mmh. Euh, alors certes, il n'est pas parfait, mais le droit international, je veux dire que nous, c'est notre intérêt non seulement de le prôner, mais de le faire appliquer. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on est une puissance moyenne et que le rapport de force brute, il nous est forcément défavorable. Autant bénéficier, on a ce siège au Conseil de sécurité grâce au général de Gaulle. Donc on Mmh. devrait être à l'avant-garde du droit international parce que c'est un égalisateur de puissance et c'est un moyen pour nous de retrouver une influence supérieure à ce que nous sommes réellement. Donc Mmh. je crois que là, il y a une erreur stratégique majeure. Et que vous dire, si ce n'est que la manière dont est traitée l'information en France est assez révoltante. Pas par Ouais, tous, encore une fois, vous mais de manière ouais. globale. Vous, clairement, vous êtes invité nulle part, dans les Ah, médias, traditionnels alors, ou très rarement? Alors, à la télé, jamais. Chez vous, merci. Dans certains médias écrits, quand même, je note que du JDD à l'Humanité, on m'a sollicité sur certaines questions précises, la crise algérienne, Mmh. la candidature de Dominique de Villepin, mais c'est à la marge. Et Ouais. effectivement, on ne veut pas de contradicteurs ou de contradicteurs qui puissent tenir tête.
Non, surtout Ah, pas, hein, c'est un on peu. a des personnes qui sont là, on les proclame essayistes, on ne sait pas de quoi, Ah de bah, quel Louis ouvrage. Sarkozy, par exemple. Louis Oui, Sarkozy, oui, oui, propulsé, oui, sur LCI, la chaîne de son parrain, hein, oui, Martin voilà, Bouygues, voilà. et qui est en train de se créer un personnage médiatique et un destin politique avec les amis de papa, quoi. C'est quand même, Exactement, particulier. le népotisme, le plus complet, il Ouais, sévit un peu ouais. partout en France et et notamment dans le sud, j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais oui, on autoproclame des personnes essayistes ou expertes, Mmh. ou en donnant qu'une partie de la vérité. Quand je vois par exemple que Maître Pardo est invité sur les chaînes pour donner son opinion sur le conflit israélo-palestinien, on oublie curieusement de dire que c'est l'avocat de Netanyahou auprès de la CPI. Mmh. Enfin bon, il y a un moment, si vous voulez, on prend vraiment les Français pour des guignols et Ah on bah, diffuse une information vulgarisée, mais qui, à force d'être répétée de la même manière sur plusieurs canaux, finit par devenir une réalité dans l'imaginaire collectif. c'est le principe de la propagande, hein, c'est Exactement. exactement ce qui est en train de se passer, malheureusement sur tous ces dossiers, ô combien importants. C'est pour ça que je voulais vous avoir, ce matin, hein, pour, faire un peu le balayage de ces dossiers internationaux. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez aborder, qu'on a peut-être, pas dont on n'a pas parlé ce matin, en matière de géopolitique? Oh, juste redire que je pense que l'élection présidentielle qui arrive, et on a coutume de le dire tout le temps, c'est galvaudé, mais là, c'est l'élection de la dernière chance pour la France, parce qu'on a eu quand Ouais. même 3 présidents qui n'ont pas été à la hauteur, et qu'avec les institutions que nous avons de la Ve République, un président qui n'est pas à la hauteur, c'est catastrophique, parce qu'en réalité, Mmh. comme vous le disiez, il y a peu de contre-pouvoirs. Le Sénat, l'Assemblée nationale, c'est pas grand-chose, sauf quand Non. on est en situation d'absence de majorité. Mais là encore, c'est des tractations occultes, partisanes, qui sont complètement déconnectées de l'intérêt général, parce qu'une grande partie de la presse est mise en coupe réglée, et parce que la France est en train de perdre ce qui faisait son âme, ce qui est son histoire, ce qui faisait sa fierté, ses valeurs, tout ça est en train de se dissiper. Et donc, j'espère que la prochaine élection présidentielle sera l'occasion de faire en sorte que la France redevienne la France, celle que nous Mmh. aimons, celle qui rayonne à l'étranger et celle qui rassemble et réunit les Français plutôt que de créer des clivages permanents. Eh bien, merci beaucoup, Erwan Davout, hein. Je rappelle que vous avez été, conseiller, à l'Élysée et ancien de la DGSE également, sur tous ces sujets, internationaux, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Alexis Poulain. À Bonne bientôt, journée. au Au revoir, revoir. bonne journée, au revoir. Et voilà donc, un entretien avec, Erwan Davout pour parler de tous ces sujets, internationaux qui nous tiennent à cœur et particulièrement, de BHL, hein, qui reste un mystère, hein. Qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi a-t-il ce poids politique en France? Ceci expliquant cela, petit pays à la dérive, hein, je dis souvent: «Pauvre petit pays», mais c'était une réalité quand on voit, un entre-soi, qui empêche, l'arrivée d'idées nouvelles ou d'idées anciennes mais bonnes, dans un monde de paranoïa et de contrôle total de l'information.